Ce second épisode consacré à Louis XIV mettra en lumière la façon dont son règne a donné forme à une culture riche, multiple et puissante. Il ne lésinait jamais sur l'effort de faste, de luxe, parce qu'il en faisait l'instrument majeur de sa politique. Nous visiterons en détail le château de Versailles, avec lequel Louis XIV éblouit toute l'Europe et provoqua l'admiration du monde entier. Louis XIV s'inscrit dans la tradition des grands rois guerriers. La France fut impliquée dans des conflits armés une année sur deux durant son règne. Lorsque ce dernier approcha de son terme, la gloire du monarque était déclinante. Sa famille en proie à une succession de tragédies et la France, son pays, dans un triste état de vulnérabilité. Il en avait pourtant renforcé l'image dans de nombreux domaines, mais ses grandes expéditions et ses guerres incessantes épuisèrent le royaume. Louis XIV se berça d'illusions. Il prétendait être proche de ses sujets alors qu'il exerçait une tyrannie. Ses succès eurent un coût élevé et préparèrent le terrain à la Révolution de 1789. Colbert, en bon serviteur du roi, œuvra à améliorer Paris, à nettoyer les rues et à les éclairer par des lanternes. La capitale faisait partie du grand projet destiné à assurer la gloire du roi. L'Observatoire, le Louvre, les Gobelins, les Invalides, l'Institut, la porte Saint-Denis, la place Vendôme, la porte des Victoires, le Pont Royal, les Champs-Élysées, les Tuileries et de nombreuses fontaines verront le jour au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Colbert n'aime pas Versailles. Il veut que le roi soit logé au Louvre, parce que le Louvre, ça doit être le palais du roi selon lui, dans la capitale du royaume, et il fait tout pour que le Louvre devienne le château qui va immortaliser la gloire de Louis XIV. Il fait tout, c'est-à-dire qu'il fait venir le plus grand artiste du XVIIe siècle, celui qu'on considère comme le plus grand, c'est-à-dire le Bernin. Le Bernin, c'est l'architecte et le sculpteur des papes. Et c'est dur de le faire venir, donc c'est un exploit. Il vient quelques mois en France en 1665 et il vient pour donner les plans du Louvre. Le Bernin présenta différentes esquisses, mais Colbert se méfiait de la munificence de son style baroque et décida de passer commande à Claude Perrault. Le Bernin aura par la suite l'occasion d'exécuter une merveilleuse sculpture équestre de Louis XIV. Colbert pensait que la famille royale résiderait au Louvre, mais son intention de faire de Paris une capitale exaltant la gloire du roi ne sera jamais suivie par Louis XIV, qui se désintéressa petit à petit de ce projet architectural. Il ne voulait pas résider au Louvre et lui préféra Versailles. Colbert, voyant ce désintérêt, voulut faire du Louvre une vitrine des productions nationales destinées au commerce. Il ne pouvait imaginer que Louis XIV emmènerait sa cour ainsi que le gouvernement à la campagne. Louis XIV, on le pense, c'est pas tout à fait tranché par les historiens, mais Louis XIV se méfiait de Paris depuis la Fronde. Il était assez traumatisé par la fuite au cours de son enfance. Il avait dû quitter Paris, aller à Saint-Germain, puis après aller dans d'autres endroits. Peut-être redoutait-il de nouvelles manifestations de ce type, et pensait-il que le fait de résider en dehors de Paris lui assurerait la sécurité. En résidant à Paris, il aurait difficilement pu pratiquer ses passe-temps favoris. Son penchant pour les femmes peut également avoir joué un rôle dans ce choix. Il se rendait certainement compte qu'il lui serait difficile de continuer à s'amuser sans créer le scandale, puisqu'en tant que roi, il vivait sous le regard permanent du public. De plus, Louis tomba amoureux en même temps de Versailles et de Louise de La Vallière. Celle-ci était une cavalière accomplie, ce qui faisait d'elle une compagne idéale. Versailles, à l'origine, était un pavillon de chasse de Louis XIII. Le souvenir des moments qu'ils y avaient passés ensemble lui donnait à ses yeux une valeur sentimentale. Il interdit, lorsqu'on rebâtit Versailles, que l'on détruise ce pavillon. Mais Louise, qui lui avait inspiré l'idée de s'établir à cet endroit, n'eut jamais de chambre dans le château et ne le vit jamais terminé. La passion de Louis pour les femmes le fit passer de l'une à l'autre, tandis que son amour pour Versailles demeura inaltérable.
En 1668, pour célébrer la paix qui mettait fin à la guerre de dévolution et honorer sa nouvelle maîtresse, Madame de Montespan, Louis donna une grande fête au château de Versailles. C'est après cette trêve que le grand projet de moderniser le Louvre fut abandonné au profit d'une entreprise de plus grande envergure encore: restaurer Versailles. La famille du roi s'agrandissait et Louis voulait que les siens l'accompagnent tous à Versailles. Pendant la construction, la famille royale s'installa à Saint-Germain. La décision de déménager à Versailles fut annoncée en 1677 et eut lieu effectivement en 1682. Aucun architecte français n'avait l'expérience, les connaissances et l'envergure nécessaires pour présenter un projet concluant de restructuration pour le Versailles du roi Soleil. C'est ce qui permit à Louis XIV d'imposer ses idées visionnaires. Comme il avait une expérience limitée des grands travaux, la construction fut en perpétuelle évolution, car elle était reconsidérée en permanence par Louis, pour qui c'était une de ses occupations favorites. Le premier objectif du roi Soleil était de conserver l'ancien château au centre. Il ne s'agissait pas de concevoir un projet dans sa totalité. Les architectes devaient incorporer les structures existantes dans leurs plans. Versailles allait refléter parfaitement la personnalité de Louis XIV. Il se consacra davantage au jardin qu'à la demeure, suivant en cela les traces de Louis XIII, qui y avait déjà créé des formes géométriques. Mais il élargit le tout et y ajouta des pièces d'eau. Sa conception de Versailles était inspirée par les mythes classiques des Métamorphoses d'Ovide. Le roi désirait égaler la gloire des anciens dieux et héros. Chaque élément avait pour base une allégorie. Le moindre détail témoignait d'une remarquable maîtrise de l'ornementation. Il était clair que c'était Louis, mu par sa passion et une vision bien arrêtée, qui était à la tête du projet. Mais il y avait aussi 4 hommes, sans la collaboration desquels il n'aurait jamais pu faire aboutir son rêve: Colbert, Le Nôtre, Levaux et Lebrun. Ils étaient plus âgés que lui, mais aussi remarquables qu'ils fussent, il les dominait et était le moteur de cette entreprise exceptionnelle. Colbert détestait ce projet, en raison des sommes qu'il l'obligeait à prélever sur les finances du pays. Mais il réussit toutefois à trouver les sommes considérables que nécessitèrent au cours des années les différentes phases de construction. André Le Nôtre, qui avait étudié les jardins italiens, fut le jardinier de Louis XIV pendant presque tout son règne. Il créa les jardins de Versailles, Marly, Saint-Cloud et Chantilly. Louis, qui était souvent plus à l'aise avec ses serviteurs qu'avec les aristocrates qui l'entouraient, l'appréciait beaucoup. La conception des jardins surpassait en importance celle du château. La plus grande partie des fonds dédiés à la première tranche de construction à Versailles fut dépensée à cet effet. Il fallut en particulier faire de gros travaux de terrassement et assécher les terrains marécageux. Des centaines d'orangers furent apportés sur des charrettes. Les fleurs exotiques représentaient, à l'égal de l'or, la prospérité. Louis adorait les fleurs. Quand il n'était pas en guerre avec la Hollande, il en importait 4 millions de bulbes par an. Il aimait aussi les fleurs d'oranger, les tubéreuses, les giroflées, les narcisses et le jasmin. Louis XIV va se passionner pour le château de son père. Il va avoir aussi plaisir à venir y chasser. La chasse est vraiment le divertissement recherché dans les environs. Il va demander à Louis Levaux d'agrandir le château car il veut le préserver. Et donc Louis Levaux va faire une enveloppe de pierre autour du petit château, on disait aux 3 couleurs, c'est-à-dire bleu de l'ardoise, rouge de la brique et blanc de la pierre. Il fit construire ce qu'on appelle l'enveloppe de Levaux, qui entoure le château déjà existant, et construisit devant celle-ci les nouveaux bâtiments. Le roi décida qu'il préférait avoir une aile plus importante pour les serviteurs qu'un plus grand palais. C'est ce qui fut réalisé au milieu des années 1680. Le Grand Canal fut creusé et l'on commença à construire l'extension vers l'ouest. Celle-ci, imposante, était en pierre et non plus en briques et ornée de colonnes classiques.
À l'intérieur, l'espace au sol était quadruplé par la construction de 3 ailes qui enfermaient la cour de marbre, tout en laissant intact le château paternel et la façade est. Levaux commença la construction de l'appartement du roi, au nord de l'aile ouest, en 1670. Les appartements de la reine étaient presque aussi vastes que ceux du roi. Ceux de Madame de Montespan étaient situés au sommet du grand escalier et disposaient d'un accès aux appartements du roi. Levaux conçut également la cour de marbre de Versailles, entrée destinée aux dignitaires arrivant de Paris. On en admire aujourd'hui encore le décor sculpté. Levaux mourut brusquement en 1670. Jules Hardouin-Mansart le remplaça auprès du roi en 1679 et devint le plus célèbre architecte de son temps. En 1662, Charles Lebrun fut anobli et devint premier peintre du roi, mais c'était un décorateur d'intérieur hors pair. Il s'entendait bien avec Levaux, qui le chargea de la décoration intérieure de Versailles. Il dirigea également les Gobelins, le grand atelier qui ne fabriquait pas uniquement des tapisseries, mais presque tous les tissus dont le château avait besoin. Cette tapisserie de Lebrun montre le roi en visite aux Gobelins. Pour la seconde tranche de travaux, le premier objectif fut de placer des sculptures dans les jardins. Lebrun créa des groupes de statues allégoriques pour orner les fontaines et les parterres d'eau. L'air, le soir, le midi et le point du jour, le printemps et l'eau décorent le bassin de Latonne, achevé en 1668. Le bassin d'Apollon vit le jour en 1671 et les bassins des saisons en 1672. Le prestige de Louis XIV et la renommée de Versailles s'accrut d'année en année. D'autres princes européens désirèrent avoir leur Versailles et le copièrent jusqu'au moindre détail d'ameublement. Colbert profita de cette mode pour encourager l'exportation. On créa des fabriques pour produire les tissus, les rubans, la soie, la verrerie, les tapis, la joaillerie, la marqueterie et les autres articles de luxe qui venaient d'habitude de l'étranger, en particulier d'Italie. Tous ces articles furent bientôt produits en France. Ils étaient d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'on avait vu auparavant, car les artisans français, comme aujourd'hui, étaient les meilleurs du monde. Colbert réduisit les dépenses pendant la guerre de Hollande de 1672 contre les provinces unifiées. Mais le roi voulait à toute force terminer les travaux de Versailles et ne se souciait guère des conséquences financières. Quand la guerre prit fin, 6 ans plus tard, la 3e tranche de construction put enfin reprendre sérieusement à Versailles. L'austérité du Trianon de marbre de Mansart était en avance sur l'architecture de son temps. Le palais de Louis XIV devait être le signe extérieur de la supériorité de la France sur les pays qui l'entouraient. Le grand nom qui est resté attaché au château de Versailles, c'est bien évidemment Jules Hardouin-Mansart, donc qui va établir une relation très étroite avec le roi, presque d'amitié. Il deviendra d'ailleurs surintendant des bâtiments, donc ministre en 1699. Et l'essentiel, je dirais, de Versailles tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart. Mansart réalisa la Galerie des Glaces, une des merveilles du monde occidental. Reliant les appartements du roi et de la reine, encadrés par le salon de la paix et de la guerre, la Galerie des Glaces est ornée en son plafond de magnifiques peintures représentant les grands événements politiques et guerriers du règne de Louis XIV sous la forme d'allégories. Les 2 grandes ailes qui flanquent l'enveloppe de Levaux furent terminées. L'aile sud était destinée aux princes de sang, aux enfants illégitimes et à leur domesticité. Entre celle-ci et la ville se trouvaient des logis qui pouvaient accueillir 1500 serviteurs. Des centaines de courtisans étaient entassés dans l'aile nord, destinée à la noblesse. C'était un labyrinthe de couloirs où les étrangers se perdaient à tout coup. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier des jardins, de plus en plus de bassins et fontaines apparaissaient, et avec elles des besoins en eau grandissants. Bientôt, les sources et étangs avoisinants ne suffirent plus. Il fallut alors avoir recours à l'eau de la Seine, mais l'éloignement du cours d'eau et le dénivelé entre Versailles et ce dernier étaient trop importants pour avoir recours aux procédés traditionnels.
Louis XIV fit alors appel à 2 ingénieurs liégeois, Sualem et Deville. Ils lui proposèrent un projet révolutionnaire pour l'époque, la machine de Marly, une pompe aux dimensions titanesques, composée de 14 roues à aubes de 12 mètres de diamètre. Grâce à cette installation, les eaux du fleuve pouvaient être pompées et acheminées 154 mètres plus haut jusqu'à l'aqueduc de Louveciennes, également construit à cette occasion, qui permettait à l'eau d'atteindre Marly, puis Versailles, par simple gravité. On construisit des étables et des chenils. En 1701, on comptait 6 meutes à Versailles. La famille royale en possédait 400 couples. L'unique événement de la 4e et dernière tranche fut la construction de la chapelle. Elle fut interrompue en 1689 avec l'éclatement de la guerre et ne put reprendre que 10 ans plus tard, en 1699, après le traité de Ryswick. La chapelle fut consacrée en 1710. La création de Versailles était un acte audacieux que ne peut égaler que la construction de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand. L'éducation du jeune roi avait eu pour but de lui inculquer les valeurs dont il aurait besoin pour mettre en œuvre la vision de Richelieu pour la France. La gloire pour le roi, c'est le moyen d'imposer son nom et son règne pour la postérité. Il est fasciné par des figures du passé, Alexandre le Grand, dont le nom retentit partout plusieurs siècles après leur mort, et il veut la même chose pour lui-même et pour son royaume. Et pour acquérir cette gloire, il y a 2 moyens, il y a les arts et il y a la guerre. Louis assuma ce projet et le porta à l'extrême, sans se soucier de ce que cela coûterait en souffrance et en mort. Il s'agissait véritablement de construire la perception que le peuple devait avoir de la royauté. L'image mythologique du roi Soleil fut élaborée avec tant de maîtrise que le roi lui-même ne pouvait plus en distinguer le caractère illusoire. Les dépenses illimitées de Louis XIV pour la construction et l'aménagement de Versailles semblent révéler un amour fou pour sa propre image. Colbert essaya de ramener le roi à la réalité. Il l'avertit des conséquences de ses folles extravagances versaillaises. Le pays frôlait la faillite. Colbert, c'était l'homme qui tenait les cordons de la bourse, même si ces cordons étaient en permanence desserrés par l'appétit royal de grandeur. Colbert avertit le roi que s'il n'écoute pas ses conseils, il court au désastre. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a plusieurs lettres de Colbert où le ministre fait des réprimandes au roi. On peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire il lui dit « Votre Majesté sait qu'à Versailles, elle est prisonnière de ses divertissements, elle est au milieu de ses plaisirs. » Mais Louis XIV ne se détourna pas de sa quête de magnificence. D'autres rois de France s'y sont succédés par la suite, mais Versailles reste encore aujourd'hui le château de Louis XIV. Ces grands conquérants ressemblent à ces fleuves débordés qui ravagent toutes les fertiles campagnes qu'ils devraient seulement arroser. Fénelon. Louis XIV fut l'un des monarques européens les plus efficaces sur le plan politique. Toute son éducation était pensée pour lui faire comprendre que la conquête militaire était un objectif primordial. Pourtant, certains pensent qu'il aurait pu aussi bien obtenir par des traités ce qu'il a obtenu par les armes. À la fin de son règne, son manque de modération se révéla désastreux. Ah, alors que n'a-t-on pas dit sur l'appétit guerrier de Louis XIV ? Eh bien, là aussi, jugement très sévère de l'histoire, et puis aggravé par les dernières paroles de Louis XIV, lorsqu'il dit à son arrière-petit-fils « J'ai trop aimé les bâtiments, j'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas ». On ne peut pas dire que Louis XIV ait trop aimé la guerre. En revanche, il a été dans une situation, parce que c'était le contexte de l'époque, il était dans une situation où il fallait constamment faire la guerre, parce qu'il y avait des menaces. Au cours des années, il y eut des variations de population, mais on estime que la France comptait alors 20 millions d'habitants. Cette importante population permettait de lever une armée de 15 000 hommes à la consternation du reste de l'Europe.
Louis XIV pensait être un grand général en chef. Il savourait les flatteries de ses courtisans qui le maintenaient dans cette illusion. Louis XIV a été formé militairement par Turenne, mais dire que c'est un grand général en chef, certainement pas. Il est allé au début pour la campagne de Flandre observer les combats, mais jamais dans la mêlée. Vous savez, loin d'Henri IV qui, lui, montait à cheval et se mettait au cœur de la bataille, Louis XIV regardait ça de très loin. Bon, c'était probablement un bon tacticien, mais il savait également s'entourer de très bons officiers. Quand Louis prit les rênes du gouvernement en 1661, il n'existait pas de roi des armées. L'armée française était une bande désorganisée qui n'avait jamais été prise en main depuis l'époque féodale. Elle fut transformée en une formidable machine de guerre que le roi mit au service de sa politique étrangère. On n'était pas colonel parce qu'on avait, de grandes qualités militaires. On était colonel parce qu'on achetait un régiment. Donc il y avait des systèmes de double commandement en réalité. Il y avait de véritables hommes de guerre qui faisaient le métier des armes, et puis toutes sortes d'états-majors qui pratiquaient la guerre en dentelle. François Le Tellier, marquis de Louvois, exerça la charge de secrétaire d'État de la guerre que lui transmit son père, Michel Le Tellier, avec l'accord du roi. Louvois avait la réputation d'être grossier, arrogant, brusque et tête brûlée. Louis XIV a réorganisé l'armée française parce qu'elle était un peu fatiguée après le règne de Louis XIII, grâce notamment à Colbert, parce que c'est tout de même Colbert qui la remet sur pied. Et quand Colbert tombera un petit peu en disgrâce, eh bien c'est Louvois qui, lui, sera véritablement le restructurateur de la grande armée du roi Soleil. En 1665, Louvois commença en tant que secrétaire d'État de la guerre à œuvrer sous les ordres du roi. Il mit l'accent sur l'amélioration du recrutement en instaurant un système de critères minima pour l'enrôlement, le paiement de l'uniforme, de la nourriture, du logement et les soins aux blessés. Louis XIV est représenté ici lors de la fondation en 1674 de l'Hôtel Royal des Invalides, un établissement où les soldats invalides pouvaient recevoir aide et assistance. La mort en 1667 de Philippe IV d'Espagne, père de Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, poussa ce dernier à former des prétentions, au nom de sa femme, sur plusieurs provinces espagnoles. C'est ainsi que la France déclencha la guerre de dévolution contre les Pays-Bas espagnols. Voici Louis XIV et Marie-Thérèse à Arras en 1667, au cours de la guerre. Le roi de France, à travers une série de capitulations et le traité d'Aix-la-Chapelle, gagna beaucoup de villes importantes dans les Flandres. Après des années de victoires aisées dues au talent de ses lieutenants, Louis XIV, convaincu qu'il contrôlait tout, s'attribua le crédit des nombreux succès de ses armées. Et il pensa bientôt pouvoir remporter ses victoires en dirigeant les opérations depuis Versailles. Mais le contingent finit par s'épuiser et il fallait toujours demander au roi ses instructions avant de procéder à une quelconque manœuvre. Les délais liés à son éloignement faillirent lui coûter sa couronne. Le génie de Louvois et la crainte de Louis devant un pouvoir décentralisé eurent pour conséquence la centralisation et l'éloignement du pouvoir. C'était risqué, mais la création d'une nouvelle armée française est une des réussites les plus remarquables du XVIIe siècle. La guerre de Hollande prit fin avec une série de traités. C'est ce qu'on appelle la paix de Nimègue, qui donna à la France la Franche-Comté et la majeure partie des Pays-Bas. Elle marque l'apogée de sa gloire militaire. Ces plans de conquête ne se limitaient pas au continent européen. En 1682, l'explorateur français, le sieur de La Salle, revendiqua pour la France toutes les terres le long du fleuve Mississippi et leur donna le nom de Louisiane en l'honneur de son roi. 1683 est une année de transition. La reine meurt et Louis épouse Madame de Maintenon. C'est aussi l'année de la mort de Colbert. Les guerres qui avaient fait rage pendant presque toute sa carrière avaient été un obstacle majeur qu'il avait dû affronter. Il lui avait fallu augmenter les impôts pour soutenir les efforts de guerre et régler les énormes dépenses liées à la construction de Versailles. Après sa mort,
les difficultés s'accumulèrent pour le roi. Le secrétaire de la guerre, Louvois, n'avait plus de rival, et Louis XIV n'était plus freiné par les sages conseils de Colbert. La France se lança dans plusieurs conflits. En 1684, l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire germanique et Charles II s'allièrent aux Pays-Bas et à la Suède dans une coalition anti-française. Vienne fut assiégée par les Turcs. La menace ottomane poussa l'empereur à signer le traité de Ratisbonne qui permettait à la France de garder entre autres le Luxembourg et Strasbourg. Ce tableau allégorique représente le traité de Ratisbonne. Le roi est couronné par la victoire, flanqué de la guerre et de la paix. Les deux lions symbolisent la Hollande et la Suède. L'aigle est l'emblème du Saint-Empire romain germanique. Le drame des protestants français, les Huguenots, reste une tache indélébile sur l'image du roi Soleil. Prisonnier de l'opinion publique et des pressions du clergé, il se trouva forcé de lancer une opération contre eux. À la suite des guerres religieuses qui avaient fait rage entre 1562 et 1598, le roi Henri IV, grand-père de Louis XIV, avait signé l'édit de Nantes. La France se différenciait ainsi des autres pays européens où seule la religion d'État était reconnue. Henri IV, qui était protestant, se convertit à la religion catholique, mais il se battit pour que les Huguenots avec qui il avait lutté obtiennent certains droits, en particulier celui de tenir un culte en public et d'éduquer leurs enfants dans leur religion. L'hostilité à l'égard des protestants semblait surtout une réponse à leur réussite commerciale. Ils constituaient des communautés très puissantes et étaient à la tête des pays les mieux éduqués et les plus habiles. Le clergé exigea le lancement d'une campagne de conversion au catholicisme. Et Louis XIV, quelques années plus tard, peut-être également incité par une femme, qui est Madame de Maintenon, qui n'aimait pas tellement les protestants, les parpaillots comme elle les appelait, va révoquer cet édit. Mais il le révoque surtout parce que les protestants sont les alliés de l'Angleterre. Et naturellement, on le sait, on est constamment en guerre avec l'Angleterre. Donc, la cause est entendue, il décide cette révocation. Hélas. En 1669, un grand nombre de Huguenots s'étaient installés sans bruit en Angleterre et en Hollande. En 1681, les persécutions s'accentuèrent. On utilisait la corruption et la brutalité pour convertir les protestants au catholicisme. Louis XIV révoqua l'édit de Nantes en 1685. Il déniait aux protestants les droits civils et religieux garantis par Henri IV et lança contre eux les dragonnades pour les forcer à se convertir. Ce qu'on appelle les dragonnades, c'est le logement des gens de guerre. Et vous imaginez que loger des gens de guerre, c'est mettre à mal les familles, leurs biens. Ça va provoquer des conversions quand même en nombre qui vont faire croire au roi qu'il n'y a plus désormais qu'à abolir cet édit puisqu'il n'y aurait plus ou quasi plus de protestants dans le royaume. C'est une décision clairement malheureuse. Le roi se rendit compte que cette campagne de conversion était un échec complet. Alors évidemment, cette révocation de l'édit de Nantes est complètement catastrophique, néfaste, parce que les protestants sont des gens brillants, intelligents, des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs richissimes pour la plupart, et qui vont quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Donc la France va se retrouver quasiment mise en faillite à cause de cette révocation. Près de 50 000 louis d'or avaient quitté le royaume en catimini. Il avait perdu 9 000 de ses meilleurs marins, 600 de ses officiers, 12 000 soldats de première classe. C'était une catastrophe irréparable pour la société française. De plus, ce conflit intérieur tragique eut pour conséquence la perte de confiance envers la couronne, la misère, la peur, la haine, la corruption, la sauvagerie, l'inimitié de toute l'Europe et la désapprobation du pape. Mais le roi avait des préoccupations plus urgentes. En 1686, l'empereur Léopold et les dirigeants d'Espagne, de Suède, de Saxe, du Palatinat et de Brandebourg formèrent la ligne d'Augsbourg pour mettre un frein à l'expansion française. En 1685, la mort du frère de la princesse palatine réveilla les appétits expansionnistes de la France.
Louis XIV estimait que sa belle-sœur, Liselotte, pouvait prétendre à la succession de son frère. En 1688, prétextant devoir se défendre contre la Ligue d'Augsbourg, il ordonna la destruction de Mannheim et d'Heidelberg. Le duc de Saxe rejoignit la Ligue et la guerre fut déclenchée. À la fin de la même année, la naissance de Jacques Stuart, prince de Galles, héritier catholique du trône d'Angleterre, obligea ses parents, Jacques II et son épouse, à fuir devant la conspiration. Guillaume d'Orange accepta de succéder à Jacques II et de sauver le protestantisme anglais. Le roi de France n'avait pas prévu ce mouvement audacieux. Comme il était occupé en Allemagne, Guillaume put prendre la mer, filer vers l'Angleterre, arriver à Torbay et marcher sur Londres. Si Louis n'avait pas choisi d'attaquer l'Allemagne, il aurait été en mesure d'empêcher la destitution de Jacques II. La famille royale anglaise chercha refuge en France. Elle fut chaleureusement accueillie par Louis XIV et installée à Saint-Germain. En 1689, Guillaume d'Orange et son épouse devinrent souverains conjoints, sous le nom de Guillaume III et Marie II d'Angleterre, et rejoignirent la Ligue d'Augsbourg, qu'on appela désormais la Grande Alliance. La France déclara la guerre à l'Angleterre. Jacques II rejoignit l'Irlande pour rallier les catholiques contre les souverains anglais. Les manœuvres de Louis XIV pour soutenir Jacques II dans sa reconquête du trône étaient un peu tardives. Guillaume III remporta la victoire sur son rival, qui retourna à Saint-Germain. En 1692, la victoire navale anglaise, lors de la bataille de la Hougue, effaça toute menace d'invasion française. Mais le roi de France continua à témoigner sa générosité et sa compassion envers la famille exilée et les accueillit chez lui. L'opinion européenne se retourna contre Louis et ses campagnes militaires furent moins glorieuses. Les attaques et les railleries se multiplièrent contre lui. En 1696, le duc de Savoie abandonna la Grande Alliance et la phase de la guerre changea. En 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV dut faire de nombreuses concessions. Il fut forcé de reconnaître en Guillaume III le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, de restituer la rive droite du Rhin et la Lorraine et une partie des Pays-Bas néerlandais espagnols. Au traité de Turin et Ryswick, eh bien, on perd des tas de choses, mais on récupère quand même Strasbourg et une partie de l'Alsace, et également Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, qui nous est cédé par les Anglais, va quand même nous permettre de devenir le premier pays producteur de sucre. Le journal de la Reine confirme qu'à cette période, le roi était conscient de la pauvreté qui se développait dans son royaume et qu'il désirait vraiment alléger la charge de ses sujets. Elle écrit « Le roi sait les souffrances de son peuple et il cherche tous les moyens de la soulager. » Peut-être le souhaitait-il, mais les milliers de pauvres réduits à une misère chronique n'étaient pas sa priorité. Son désir de conquérir l'Europe l'empêchait de voir qu'il était le responsable des souffrances de son peuple. Quand on lui faisait remarquer le poids que les impôts faisaient peser sur ses sujets, il préférait penser que leur pauvreté était liée au mauvais temps et aux maigres récoltes, toute chose qui ne dépendait pas de lui. 1700 fut une année néfaste pour la France. Charles II d'Espagne meurt. Il avait désigné pour héritier Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV. Celui-ci accède au trône d'Espagne sous le nom de Philippe V. Si Louis XIV avait pu prévoir l'avenir et ce que cela signifierait pour son pays, il ne l'aurait jamais permis. Il ne pouvait s'opposer à la possibilité de créer un royaume à deux têtes entre la France et l'Espagne, mais bientôt allait se déclencher la guerre de succession de l'Espagne. Pour Winston Churchill, il s'agissait de la Première Guerre mondiale, étant donné le nombre de pays qui y étaient mêlés. L'Angleterre, la Hollande et l'Autriche s'allièrent contre la France. Ils reconnaissaient en l'archiduc autrichien le roi Charles III d'Espagne. En 1703, la Savoie et le Portugal se joignirent à la Grande Alliance. De 1704 à 1709, le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie remportèrent ensemble plusieurs victoires contre les Français.
Ils les chassèrent de Blenheim, en Bavière, prirent Barcelone, Bruxelles, Anvers et l'Italie du Nord, puis furent vainqueurs à Oudenarde et s'emparèrent de Gand et Bruges. La guerre fut longue et désastreuse pour Louis XIV. À la cour, la vie changea complètement. Les fonds destinés au château de Versailles devaient être consacrés au conflit. L'atmosphère de restriction créait un climat de trouble et de tristesse. Chacun avait vu un membre de sa famille mourir au combat ou rentrer chez lui gravement blessé. Les Français désiraient ardemment vivre enfin en paix. L'année 1709 vit le pire hiver qu'on ait connu. Les récoltes furent désastreuses. Les conditions de vie de la paysannerie française étaient de plus en plus terribles. Louis XIV, contraint de faire la paix, trouva les termes qui lui étaient offerts tellement humiliants qu'il préféra poursuivre la guerre à la tête d'un pays affamé. On estime que la famine et le froid emportèrent 800 000 personnes. La guerre ne prit fin qu'en 1713 avec le traité d'Utrecht. Les 12 ans de guerre avaient mis la France à genoux. Une famine paysanne, une banqueroute financière et une défaite militaire. Tel était le prix exorbitant de la politique de Louis XIV, désireux de créer la dissension entre ses voisins au point d'affamer son peuple. La gloire de Louis XIV dans le royaume et à l'étranger atteignit son apogée vers 1680, l'année où se maria le grand dauphin. En 1682, Versailles devint officiellement la résidence royale, la demeure de la cour et le siège du gouvernement. Et étrangement, cette date marque le déclin de la popularité du roi. Dans les dernières décennies de son règne, jusqu'à sa mort en 1715, Louis XIV devint le souverain absolu qu'il aspirait à être. En 1685, le roi se rallia à la vision de Madame de Maintenon, qui désirait créer une école destinée aux jeunes filles pauvres de naissance noble, une idée en avance sur son temps. Elle était en mesure de suivre sa véritable vocation, l'éducation des enfants, et s'impliqua fortement dans les activités quotidiennes de l'école de Saint-Cyr. Le roi prenait plaisir aux productions musicales et théâtrales que Jean Racine y organisait. Le grand dauphin et son épouse donnèrent naissance à 3 enfants en bonne santé. L'affection de Louis XIV allait au duc du Maine, le fils aîné qu'il avait eu avec Madame de Montespan, ainsi qu'à une nouvelle venue à la cour, Marie-Adélaïde de Savoie. Elle arriva en 1696, alors que Louis avait 59 ans. Elle va, par sa jeunesse, par sa vie, c'est une enfant extrêmement gaie, qui va prendre beaucoup de liberté avec le roi, avec Madame de Maintenon. Saint-Simon raconte comment elle est toujours, comment elle embrasse le roi, comment elle s'assoit sur le côtoir de son fauteuil. Elle va donner un peu de gaieté, un peu de vie à la cour de Versailles, qui à ce moment-là est un peu morne. En 1696, la France, toujours en guerre avec la Ligue d'Augsbourg, saisit une opportunité de paix. Le traité de Turin fut négocié et signé lorsque Victor-Amédée II de Savoie changea de camp et abandonna la Grande Alliance pour se rallier au roi de France. Le traité devait être scellé par le mariage du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, âgé de presque 14 ans, c'était le fils aîné de Monsieur, avec la fille de Victor-Amédée, Marie-Adélaïde, âgée alors de 10 ans et demi. On pensait que les fiançailles des 2 enfants mèneraient à la paix. L'année suivante, en 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui avait duré 9 ans. La mère de Marie-Adélaïde était Anne-Marie d'Orléans, fille de Monsieur et de sa première épouse, Henriette Anne d'Angleterre. Elle avait quitté Versailles pour la cour italienne en se mariant avec Victor-Amédée. 12 ans plus tard, sa fille, la charmante et très vive Marie-Adélaïde de Savoie, âgée de 11 ans,
revenait de Turin à Versailles. Le roi fut fort content de découvrir que sa mère lui avait appris à admirer la culture française et l'avait fort bien préparée à la vie à la cour de France. Dès son arrivée, la petite princesse enchanta tous ceux qui la rencontraient, et elle devint bientôt la préférée du roi. Le duc de Bourgogne, très pieux, n'aimait pas autant se divertir que Marie-Adélaïde. En raison de son jeune âge, la petite princesse s'attacha d'abord à Madame de Maintenon et au roi. Les lettres qu'elle envoie chez elle mentionnent le roi et Madame, qu'elle appelait tante, bien plus fréquemment que le duc de Bourgogne. Comme elle était bien jeune et que son éducation n'était pas achevée, le roi l'enjoignit de suivre les cours de l'école de Saint-Cyr 2 jours par semaine. Du début du siècle jusqu'à la mort du roi, 15 ans plus tard, celui-ci connut plus de deuil que de plaisir et plus de défaites que de victoires. Il recherchait l'esprit malicieux et aimable d'Adélaïde pour éclairer ses jours assombris. Sa présence était une chance pour Madame de Maintenon, qui n'était nullement intéressée à divertir la cour. C'est l'image la plus célèbre de Louis XIV dans ces dernières années. Ce tableau a été peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Il a représenté un monarque absolu et un gentilhomme élégant. Louis XIV a 60 ans et il est plus malade qu'il n'en a l'air ici, enveloppé dans le manteau du pouvoir. La beauté de sa jeunesse a disparu, ne lui laissant qu'un air majestueux, teinté de mélancolie. L'unique enfant du roi mourut cette année-là. Louis XIV s'adoucit vers la fin de sa vie. Il avait rarement le temps de se divertir et il n'avait plus de conseillers. Il travaillait 9 à 10 heures par jour et passait des heures concentrées sur sa future stratégie militaire et en second lieu sur les affaires de l'État. À la cour, la jeune génération prenait sa place. Les figures centrales en étaient Philippe d'Orléans, fils du frère de Louis XIV, et de Liselotte, princesse palatine, et le jeune Armand de Bourbon, prince de Conti. Comme Louis l'avait prédit, Adélaïde continua à porter chance à la cour. Son premier bébé, en 1704, était un garçon, mais elle le perdit à 1 an. Puis elle eut encore 2 garçons, le duc de Bretagne, né en 1707, et le duc d'Anjou, né en 1710. Ces naissances furent les seules nouvelles heureuses au cours de cette guerre interminable. Pendant toute cette époque, le dauphin et la dauphine formèrent un couple heureux. Louis et Françoise voyaient en eux un futur grand couple royal. Jamais la succession au trône n'avait été à ce point assurée. Mais en 1711, la France voit la mort des 3 dauphins en moins d'1 année. Sur la succession de Louis XIV, il y a des pages admirables de Saint-Simon où il explique la succession des grands malheurs. C'était terrible. Le dauphin, le fils du dauphin, enfin, tout le monde meurt autour de Louis XIV. Et donc, on ne sait plus trop qui va hériter. Le grand dauphin, fils de Louis XIV, était d'une forte constitution et avait toujours été en excellente santé, mais il contracta la variole. D'abord, il sembla bien s'en remettre, mais la mode des médecins de saigner leurs malades provoqua son affaiblissement et il mourut d'une crise cardiaque. En 1712, Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, apprenait son rôle de dauphine quand elle succomba à la rougeole. La princesse palatine, voyant les traitements que lui faisaient subir les médecins, tenta d'intervenir. Mais elle en fut empêchée par Madame de Maintenon. La cour entière fut bouleversée quand Marie-Adélaïde, si vive et si populaire, mourut à seulement 30 ans. Quelques jours plus tard, le petit-fils et l'arrière-petit-fils du roi la suivirent dans la mort. Pour eux aussi, les médecins ne firent qu'aggraver la situation. Louis en fut si alarmé que, dans un mouvement de désespoir, il rendit les enfants qu'il avait eus de Madame de Montespan éligibles à la succession au trône. Mais cela ne fut pas nécessaire. L'arrière-petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, dernier né du duc et de la duchesse, avait 2 ans. Il survécut à la maladie grâce à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Elle ne dit pas au médecin qu'il était malade,
et au lieu de cela l'emmena dans ses propres appartements où elle le nourrit au sein et le garda bien au chaud. Il recouvra la santé et 3 ans plus tard succéda à Louis XIV. Il devint roi sous le nom de Louis XV, la régence étant assurée par Philippe, duc d'Orléans. Cette succession de disparitions atteignit Louis en plein cœur et il ne songea plus à se divertir avec la cour. Il ne parvint jamais à oublier les doubles funérailles du dauphin et de la dauphine de France. Saint-Simon écrivit un peu plus tard à propos de la mort d'Adélaïde « Son deuil n'a jamais cessé. Il demeure une tristesse secrète, un terrible vide que rien ne peut remplir. » Versailles, comme si son existence n'avait plus de sens, voyait lentement partir les courtisans qui y restaient encore. Mais la victoire de Denain fut une occasion de se réjouir de nouveau. Elle mena au traité d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne. En 1714, la tragédie frappa de nouveau quand le petit-fils de Louis, le bien-aimé duc de Berry, 3e fils du dauphin et second dans la succession au trône, après le duc d'Anjou, mourut des suites d'un accident de chasse. On peut voir la duchesse de Berry dans ses voiles de veuvage noir et blanc à Fontainebleau. Maintenant, Louis XIV n'avait plus qu'un seul descendant légitime de la lignée des Bourbons. Si le petit dauphin mourait, le choix de son successeur se tiendrait entre le neveu du roi et ses bâtards, à moins que, ce qui était le plus probable, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, ne revendique le trône de France. En sauvant la vie du futur roi Louis XV, Madame de Ventadour évita certainement une guerre à la France. Le roi ne pouvait que penser que la mort de ses proches bien-aimés, de presque toute sa descendance, de sa chère Adélaïde, relevait du jugement de Dieu, un Dieu qui fut clément envers le roi puisqu'il vécut encore 2 ans. À la fin, Louis montra des signes d'humilité et se repentit d'avoir tant cherché la gloire et les plaisirs durant sa vie. Le duc d'Anjou, un joli petit garçon de 5 ans et demi qui ressemblait terriblement à sa mère, avec ses grands yeux et ses longs cils noirs, fut amené pour voir son arrière-grand-père. On connaît la scène, Louis XIV sur son lit de mort, qui fait venir le tout petit bonhomme de 5 ans, qui est le futur roi bien-aimé, le futur Louis XV. Il lui prend la main et il lui dit « Ne m'imitez en rien, surtout pas dans la guerre, j'ai trop aimé la guerre ». Et il sait que la France est quand même relativement exsangue à ce moment-là, fatiguée. Combien de fois n'a-t-on pas fait fondre les vaisselles de la cour pour pouvoir payer les soldats? Donc le règne n'est pas en bonne santé à la fin du règne de Louis XIV. Louis vécut beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Mais il mourut 4 jours avant son 77e anniversaire, le 1er septembre 1715. Il ne mesurait qu'1,65 m, mais certains, se souvenant de lui, parlaient d'un homme d'1,80 m. L'image qu'il s'était forgée, ainsi que celle de sa cour, sont éternelles. Son désir d'absolutisme le poussa à diriger le pays dans tous les domaines. Il était à la tête de sa famille, des tribunaux, des armées, ainsi que des affaires intérieures et étrangères. Ses réalisations sont les suivantes. Unité nationale, gouvernement centralisé, discipline militaire, développement et exportation de la culture française. Ses succès ainsi que la durée de son règne font de lui l'archétype du monarque absolu. Le règne de Louis XIV vit éclore la culture riche, diverse et puissante du XVIIe siècle français. Le roi Soleil éblouit toute l'Europe. Sa cour était enviée du monde entier. Pourtant, s'il développa son royaume dans de multiples domaines, les guerres et les grandes expéditions le mirent à genoux. Louis XIV ne parvint jamais à résoudre le dilemme entre son rôle de puissant roi Soleil, destiné à construire et maintenir la grandeur de la France, et sa culpabilité lorsqu'il voyait les effets de sa politique sur son peuple. Il prit des mesures pour alléger ses souffrances, mais elles n'étaient que provisoires. Il ne fallait en aucun cas qu'elles ne compromettent ses désirs d'expansion territoriale, mais plutôt qu'elles entretiennent sa glorieuse image. Pour réconcilier ses décisions politiques agressives et leurs effets désastreux sur son peuple avec sa conscience, il s'est leurré au point de se croire réellement concerné par la situation de ce dernier,
alors même qu'il l'écrasait sous le poids de sa tyrannie. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, sa famille décimée, son royaume considérablement affaibli, que Louis XIV sembla changer de voie, pressant le jeune dauphin de ne pas recourir systématiquement à la guerre. Ces entreprises eurent un coût élevé et firent le lit de la Révolution qui mit fin à la monarchie. Mais l'État moderne lui survécut.